Bienvenue à vous sur le plateau d'On se dit tout sur Médien TV. C'est un plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, encore une fois, bien sûr, deux sujets à la carte. En fin d'émission, je reçois le docteur Leila Ben Ammar. Elle est dermatologue. Nous ferons le point sur l'acné chez l'adulte. Mais avant, une vraie discussion avec une équipe pluridisciplinaire sur un sujet relativement répandu puisque ça représente une naissance sur 100 en moyenne au Maroc, mais encore mal connu. L'autisme, mieux comprendre l'autisme, c'est ce qu'on vous propose ce matin sur Médien TV dans On se dit tout. Reste avec nous pour les détails. Mieux comprendre l'autisme, notre sujet avec vous. Merci beaucoup d'être là, Sana Bensouda. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci pour l'invitation. Vous êtes orthophoniste. Jérôme Lallet, bonjour, merci d'être là. Bonjour, merci à vous. Vous êtes éducateur spécialisé et Nawal Khamlichi, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'émission. Vous êtes pédopsychiatre. Merci à vous. Un sujet complexe qui nécessite justement différents intervenants. L'autisme, mieux l'expliquer, peut-être pour une meilleure prise en charge, une meilleure compréhension. Mais d'abord, on commence par la définition médicale. Qu'est-ce que l'autisme, docteur Khamlichi ? Alors, bon, l'autisme, peut-être je vais parler déjà l'étymologie du mot autisme, parce que bon, ça a eu vraiment différentes appellations. Et que l'autisme, la première fois, ça a été décrit par un psychiatre suisse, Bleuler, pour désigner un retrait relationnel chez des patients qui étaient adultes schizophrènes. Et puis vers les années 40, il y a eu Kanner, un pédopsychiatre, où il a eu plusieurs enfants, 11 enfants, avec les mêmes signes cliniques. Et c'est là où il a parlé d'autisme comme trouble infantile. Et donc, au fur des années, il y a eu différentes appellations, troubles envahissants du développement, où on parlait beaucoup d'autisme, d'Asperger. Et puis là, en 2013, il y a l'appellation, selon les dernières classifications, de troubles du spectre autistique. Et ça, dans l'objectif de montrer qu'il y a différents tableaux cliniques et puis de sévérité variable. Ça va du plus léger au tableau le plus lourd. Et ça, c'est important, surtout par rapport à la définition de l'autisme. Donc, l'autisme, c'est un trouble qui est plutôt neurobiodéveloppemental, qui est lié à une modification très, très précoce du développement du cerveau. Et donc, il y a deux registres importants dans l'autisme, enfin, qui sont un peu le noyau des symptômes. C'est les troubles de la communication et des interactions sociales. Et puis, l'autre registre, c'est tout ce qui est comportement répétitif, stéréotypé, et puis tout ce qui est sensorialité, où il y a une sensorialité qui est assez particulière. Ok, on va vraiment consacrer une bonne partie de l'introduction avec vous, docteur Khamlichi, parce que vous êtes pédopsychiatre justement. Mais juste pour revenir sur ce que vous venez de dire, vous parlez de modification dans le processus d'apprentissage comportemental, entre autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet enfant naît normal et puis un jour quelque chose se passe? C'est pas in utero que le problème démarre? Ça démarre très précocement. C'est dans ce sens. Non, mais bon, c'est pendant... Parce que le cerveau du fœtus, plus tard du bébé et de l'enfant, est en plein développement. Et donc, il y a des modifications au fur et à mesure, parce que, bon, c'est-à-dire, c'est par rapport, là, ce que vous dites, c'est par rapport à l'origine. Oui. Qui dit origine, dit début aussi. À l'origine, c'est vraiment multifactoriel. Oui. Et que là, il y a la part génétique, il y a la part environnementale et ce qu'on appelle aussi maintenant l'épigénétique, c'est-à-dire la modification des gènes à travers l'environnement. Et donc, ça démarre très précocement, mais ça peut apparaître à différents âges. Mais en général, on va avoir des signes vraiment très précoces. Parce que pour les parents qui nous regardent justement et qui n'ont pas d'informations sur l'autisme, et qui ont de jeunes enfants à la maison, ils peuvent se poser la question suivante. Est-ce que mon enfant qui me paraît évoluer de façon normale, entre guillemets, peut du jour au lendemain changer de comportement? Alors, au fait, c'est plutôt... D'ailleurs, moi, c'est le sujet qui me paraît très, très important, c'est qu'il y a un dépistage très précoce. Parce qu'en général, il y a des signes, ce qu'on appelle des signes pré-autistiques. On ne peut pas dire à un bébé qu'il est autiste, non. C'est à partir de 3 ans, on pose vraiment le diagnostic, mais on a des symptômes pré-autistiques, c'est-à-dire on dit que c'est un bébé ou un enfant à risque. Et il y a des symptômes spécifiques qu'il faut reconnaître.
très précocement, c'est-à-dire le regard, le sourire-réponse. Est-ce que c'est un bébé qui sourit? Est-ce que c'est un bébé qui est trop calme, qui ne sollicite pas l'adulte, ou qui n'a pas de comportement, d'attachement à quand il voit quelqu'un passer, il va lui sourire ou bien lever les bras pour qu'il soit porté. Donc il y a des signes prédicteurs où on est alarmé et il faut démarrer la prise en charge et puis on voit l'évolution. Démarrer la prise en charge, ça veut dire, bon, on va y revenir, ça veut dire qu'on peut démarrer la prise en charge relativement tôt. Oui. Mais on ne peut pas, par exemple, diagnostiquer l'autisme à la naissance, c'est-à-dire, ça, c'est pas possible. Non, on peut pas poser le diagnostic, mais il y a des symptômes qui peuvent nous inquiéter. Vous voyez, des symptômes qu'on dit pré-autistiques, c'est-à-dire il y a l'ensemble de symptômes dès les premiers mois de vie. D'accord. Oui. On revient à l'origine, aux origines, parce qu'on ne parle pas d'un autisme, mais de plusieurs formes d'autisme aussi. Alors, par rapport à l'origine, ce qui est sûr, parce que ce qui avait été décrit pendant plusieurs années, c'est que lié aux interactions mère-enfant, des interactions précoces, là, on en est sûr, ce n'est pas ça, mais c'est plutôt multifactoriel. Oui. Il y a les éléments génétiques, mais ce n'est pas un seul gène, mais il y a plusieurs gènes qui sont impliqués et ça varie d'un enfant à l'autre. C'est ce qui fait toute la complexité aussi des troubles du spectre autistique. Mais aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a le côté épigénétique, c'est-à-dire qu'il y a une modification des gènes par l'environnement, et puis des facteurs aussi environnementaux, où il y a énormément d'études faites dans ce sens, telles que pour les enfants à risque, une carence en vitamine D, ou bien tout ce qui est métaux lourds, l'exposition au mercure, les pesticides. Enfin, il y a vraiment beaucoup de recherches faites dans ce sens qui montrent que, bon, il y a un lien quand même avec les troubles du spectre autistique. Mais ce qui est impressionnant ou incroyable, Dr Nawal Khamlechi, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le diagnostic ne peut être posé que par constat du comportement de l'enfant. Il n'y a pas de marqueur sanguin, il n'y a pas de radio, il n'y a pas d'IRM. Pourquoi? Parce que justement à cause de toutes ces origines multiples? Exactement, c'est-à-dire que c'est déjà multifactoriel, mais le diagnostic est purement clinique. C'est-à-dire c'est à travers l'observation de l'enfant, l'histoire de l'enfant. Même si vous parlez de maladies génétiques? Mais ce n'est pas une maladie génétique, c'est un trouble qui est multifactoriel. Il n'y a pas que les gènes qui sont impliqués, et même dans les gènes, il y a vraiment divers gènes qui peuvent être impliqués, en plus d'autres facteurs. Okay. C'est-à-dire tout ce qui est, parce qu'il y a aussi, ce qui a été décrit, c'est qu'il y a aussi des mutations au niveau des gènes, il y a un changement aussi, et puis ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à l'épigénétique et l'impact de l'environnement. Mais aussi, ça peut être aussi, enfin il y a différentes études qui ont parlé d'infections virales telles que le cytomégalovirus pendant la grossesse, des infections bactériennes. Il y a énormément de facteurs qui peuvent être impliqués. Ok, et ce n'est pas une maladie psychiatrique et ce n'est pas une affection psychologique? C'est un trouble pédopsychiatrique, mais qui peut... Mais ce n'est pas une maladie, ce n'est pas référencé par l'OMS comme étant une maladie psychiatrique pure. C'est un trouble neurodéveloppemental qui est lié par rapport au développement du cerveau de l'enfant. Et c'est pour ça qu'on insiste souvent qu'il faut une prise en charge précoce, le plus rapidement possible. Parce que plus c'est pris en charge, parce qu'on c'est aussi travailler un peu la neuroplasticité cérébrale, c'est-à-dire toutes les connexions. Et plus on travaille avec un enfant petit, et plus on arrive rapidement, et mieux l'enfant arrive à s'intégrer au niveau social, au niveau scolaire, et puis on reviendra sur cette notion de plasticité cérébrale, parce que c'est vraiment créer de nouveaux circuits, on va dire, de fonctionnement, de raisonnement. Très bien, on va sur le diagnostic, justement, différents degrés d'autisme, différents facteurs, mais par rapport à l'expression du trouble, on les reconnaît un peu, les enfants autistes. Oui, mais un enfant autiste qui présente un trouble du spectre autistique peut être différent d'un autre enfant. Ce n'est pas parce qu'il y a la même appellation qu'ils ont exactement le même tableau clinique. Il y a différents symptômes, que je vous ai dit, il y a 2 registres. Alors, un enfant peut présenter tant de symptômes, un autre moins ou différents. Donc on peut avoir des tableaux cliniques différents selon les enfants, mais bien sûr pour poser le diagnostic, il y a certains critères cliniques où il faut que l'enfant ait certains symptômes tels que, bon je vais citer juste en général, dans les troubles de la communication, c'est qu'il ne va pas chercher l'adulte, il ne va pas chercher le regard de l'adulte, il ne va pas solliciter l'adulte, mais peut-être il va utiliser la main de l'adulte comme objet pour obtenir quelque chose, mais il n'y a pas vraiment d'appel à l'aide par rapport à ce qu'on voit chez
chez les petits, ou aussi le fait de... le langage n'est pas utilisé dans un but de communication quand il y a le langage verbal, mais c'est vrai qu'il y a des difficultés dans le langage verbal et infraverbal. On peut avoir un retard du langage, mais d'autres enfants n'auront pas de retard du langage, mais le langage serait présenté d'une manière qui est un peu atypique par rapport à ce qu'on connaît, c'est-à-dire au niveau de la tonalité, au niveau de la prosodie, et puis au niveau infraverbal, c'est-à-dire tout ce qui est mimique, gestuelle, c'est pas la même chose que les autres enfants. Mais souvent, quand on pense à l'autisme, l'autisme fait peur. C'est un trouble qui fait peur, et on a aussi, malheureusement, il y a cette stigmatisation, ce stéréotype. On a peur de l'enfant autiste. L'enfant autiste fait peur. Pourquoi? Parce qu'ils sont souvent représentés comme étant violents, incapables d'entrer en contact avec les autres. Donc, ce n'est pas forcément vrai. Alors, ces enfants qui sont... au fait, parce que c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un trouble qui est neurodéveloppemental et que ça va au fur et à mesure des années, mais un enfant qui présente un trouble du spectre autistique, quand il est pris en charge précocement, il peut très bien s'intégrer. Et quand on parle aussi de violence ou d'impulsivité, c'est pas systématiquement dans les troubles du spectre autistique, mais ça peut être lié à des angoisses chez l'enfant où il est un peu gêné par rapport à une certaine situation ou aussi par rapport à sa sensorialité. C'est-à-dire le moindre grincement qui l'angoisse par rapport à d'autres enfants où c'est une réaction face à une sensation interne ou une inquiétude. Alors aujourd'hui, les spécialistes insistent sur un développement de la prise en charge, un développement vers un diagnostic plus précoce. Avant de revenir sur ce qui pourrait amener les parents à emmener l'enfant consulter, je voudrais vous poser une question, Jérôme Lallet. Vous êtes éducateur spécialisé, donc on va dire vous travaillez sur le terrain avec ces enfants autistes. Est-ce que, de par le constat que vous faites, est-ce qu'il y a une prise en charge relativement tardive ou les choses, on va dire, sont prises en charge à temps? Tout dépend de l'âge. L'âge est un facteur très très important parce que c'est vraiment une course contre la montre. Et je voudrais revenir juste sur une petite chose, c'est pas l'autisme qui fait peur, dans notre société actuelle, c'est la différence. Et souvent on a tendance à rejeter les gens qui sont différents. Alors que là, en l'occurrence, avec ce public-là, c'est vraiment des enfants qu'il faut aller chercher et amener dans notre monde et leur faire comprendre que le monde est fait de plaisir et qu'en fait, c'est pas en les excluant, en ayant peur de ces enfants-là qu'on va les aider. Mais par exemple, vous, quand vous les prenez en charge, est-ce que vous dites on aurait pu faire un meilleur travail si je l'avais reçu ou si je l'avais rencontré plus tôt? Oui, c'est sûr, parce qu'il y a des acquisitions, malheureusement, comme les acquisitions académiques. Si on commence par exemple un travail avec un enfant de 8-9 ans qui n'est pas encore dans l'écriture, qui n'est pas dans la compréhension, qui n'est pas capable de rentrer dans les imitations, il n'y a pas d'apprentissage scolaire possible pour cet enfant-là. Donc c'est une voie de garage tout de suite pour lui. Donc effectivement, plus on arrive à combler tous les stades qui ont été loupés de par l'absence pendant 2 ans ou 3 ans, plus ces stades sont comblés rapidement, plus on a de chances de remettre l'enfant sur la voie de la normalité. Donc la normalité, c'est le scolaire, c'est avoir des copains, c'est avoir une vie sociale, c'est pouvoir échanger, donne-moi et prends, toutes ces choses-là. Tout ça, c'est possible. Pour les parents qui nous regardent, c'est possible. Tout ça, c'est possible. D'amener un enfant autiste vers ça. Totalement. Totalement. Là, alors, Sana Bensouda, justement, vous aussi, vous êtes orthophoniste et on sait que pour une bonne prise en charge de l'autisme, il faut une prise en charge pluridisciplinaire. Parfaitement. Absolument. Alors, je vous repose la même question. Est-ce qu'on vous les ramène un peu tard, ces enfants autistes? Ça dépend des parents, ça dépend de beaucoup de choses. C'est vrai qu'on reçoit les parents de plus en plus tôt. Ça veut dire que actuellement, on reçoit des enfants qui ont 2 ans et demi, 3 ans, et on reçoit aussi des enfants qui ont 9 ans, 8 ans, 10 ans, et c'est tard. Effectivement, c'est des enfants qui sont forcément exclus. L'intégration se fait difficilement parce que déjà, les prérequis ne sont pas encore là. Donc, le langage, souvent non plus. Donc... Mais qu'est-ce qu'on vous dit, justement, que, par exemple, quand les parents amènent l'enfant relativement tard? J'imagine que vous échangez avec ses parents. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le diagnostic n'a pas été posé à temps. On nous a dit que c'était un retard de développement, mais d'un autre genre. Qu'est-ce qui explique et qu'est-ce qui motive ça, justement, une prise en charge tardive? Il y a différents cas.
Franchement, souvent, c'est suite au conseil de la famille qui a dit que le père a parlé à 10 ans et que c'était normal et que c'est pas grave et que ça allait venir. Ça dépend du niveau socioculturel aussi. Ça dépend de beaucoup de choses. Oui. Non, rien. Je comprends aussi. Donc, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend des parents. Ça dépend de, comme j'ai dit, vraiment du niveau. Ça dépend des parents. Quand ils sont angoissés, ils arrivent très tôt. Quand pour eux, c'est un autre trouble. Est-ce que certains parents sont justement trop angoissés? Est-ce que certains parents viennent trop tôt aussi? Je ne dirais pas trop tôt. Ce n'est jamais trop tôt. Ce n'est jamais trop tôt. Plus la prise en charge est précoce, mieux c'est pour l'enfant pour qu'il puisse avoir une intégration, une bonne intégration. Jérôme, un mot là-dessus? Ouais. Non, mais il faut savoir aussi que plus l'enfant grandit, plus les troubles grandissent avec. Plus le comportement, les mauvais comportements sont carrément nocifs pour l'environnement, pour la famille, pour les petits frères ou les petites sœurs. Donc effectivement, à 10 ans, 11 ans, 12 ans, tout ça ne fait qu'augmenter. Et souvent, la famille se dit, bon, ben là, il faut commencer une prise en charge. Oui. Mais, parce que la prise en charge va permettre de canaliser en fait toutes ces émotions. Tous ces comportements ou ces mauvais comportements. Négatifs. Mauvais, c'est un peu discriminatoire. On va dire plutôt négatif. Différent, voilà, différent. Merci, docteur Khamdichi. Alors justement, en préparant l'émission, bon, j'en ai vu d'autres, j'ai vu des reportages, et ce qui revient très souvent, que ce soit chez nous ou ailleurs, c'est le retard du diagnostic. Et souvent, ce qui est revenu aussi, c'est les parents qui disent « on se doutait que quelque chose n'allait pas bien, on en a parlé autour de nous, aux médecins traitants, médecins de famille, mais on nous disait de ne pas nous inquiéter ». Et puis ensuite, ça a été le parcours du combattant pour avoir enfin un diagnostic. Pourquoi c'est tellement compliqué à poser le diagnostic de l'autisme? Alors en fait, effectivement, il y a différentes situations. Il y a la situation où la maman s'inquiète, mais c'est-à-dire elle a eu d'autres enfants, c'est le 3e, le 4e, en tout cas, elle a l'expérience et elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire au niveau de l'interaction, quand elle le porte, elle le sent qu'il est mal à l'aise, il y a des signes, et puis quand elle va peut-être chez le pédiatre ou avec la prosodie, comment le pédiatre parle au bébé, il va le regarder et puis on aura l'impression que ce bébé va bien. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut toujours écouter l'inquiétude des mamans. Bon, c'est vrai que des fois, il peut y avoir trop d'angoisse parce qu'il y a quelqu'un de la famille qui a un trouble du spectre autistique et qu'on s'inquiète d'avoir. Et là, bien sûr, c'est un autre travail à faire avec les parents. Peut-être que l'enfant n'en a pas. Mais c'est très important d'écouter l'inquiétude des parents. Mais il y a aussi certains parents où c'est trop dur pour eux de voir la réalité et de voir les difficultés de leur enfant. Donc, ils font comme s'ils ne voyaient rien. Et c'est à l'entrée scolaire où l'école alarme les parents, leur disant « Votre enfant, il est isolé, il ne va pas vers les autres enfants. Il y a des choses qui l'inquiètent. Il n'est pas dans les apprentissages, et c'est là où ils viennent. Et puis, il y en a d'autres parents où c'est vraiment, c'est trop dur pour eux de faire la démarche pour avoir un diagnostic. Mais aussi autre chose... Parce que tant qu'on ne le sait pas, ce n'est pas ça. C'est ce qui rassure les parents, justement. Voilà, exactement. Et puis, il y a aussi des fois, moi, ça m'arrive, des parents qui sont dans l'attente à ce qu'on dise « Non, votre enfant va bien », alors qu'il y a des symptômes qui sont assez clairs. Bon, bien sûr, il ne faut pas oublier la souffrance des parents, que c'est dur pour eux, qu'il faut être à leur écoute. Et qu'il faut un soutien aussi pour les parents. Qu'est-ce qui fait peur? C'est cette violence qui est un peu véhiculée, cet enfant qui n'est pas capable de gérer ses émotions, parfois sa brutalité. C'est ça qui fait le plus peur aux parents? Alors, au fait, c'est plus du fait, comme l'a dit Jérôme, c'est-à-dire que c'est un enfant qui est différent, qui a du mal à s'adapter avec l'environnement et qu'il va falloir comprendre le fonctionnement de cet enfant. Si on arrive à le comprendre et à travailler certaines choses avec lui, on peut l'aider à s'ouvrir plus vers tout ce qui est communication sociale et interaction. Sana, voilà, c'est à nous, c'est à ça que sert la prise en charge pluridisciplinaire. On amène cet enfant vers nous pour qu'il puisse rentrer en interaction et en communication. C'est un enfant qui est dans sa petite bulle. Ça ne l'intéresse pas forcément de rentrer en interaction. Donc la notion du plaisir est importante. Je pense que c'est important d'en parler. C'est à nous de faire en sorte que cet enfant... Que ça l'intéresse. Voilà, que ça l'intéresse. Donc ce qui est important dans un premier temps, c'est la communication. On a souvent des parents qui sont axés sur langage. Oui, c'est important. Mais dans un premier temps, il faudrait donner cette notion de plaisir pour que cet enfant puisse vouloir interagir avec les adultes ou les enfants.
De toute façon, l'évaluation se base sur ça. Notre évaluation en tant qu'orthophoniste se base sur ça. Justement, est-ce qu'il faut éliminer d'autres pathologies avant de parler justement d'autisme? Oui. Alors, même avant d'éliminer certaines pathologies, il y a aussi les maladies associées à l'autisme. Et c'est là où rentre l'importance de l'évaluation médicale d'un enfant qui présente un trouble du spectre autistique, parce qu'on peut passer à côté d'autres troubles qui pourraient être associés, tels que par exemple l'épilepsie ou une déficience intellectuelle associée ou une surdité, parce que la surdité peut être associée, mais c'est aussi un diagnostic différentiel, c'est-à-dire un enfant qui n'entend pas peut ne pas être dans la communication et l'interaction. On a l'impression qu'il est dans les troubles du spectre autistique, alors que dès qu'on corrige et qu'on met un appareillage, il est dans le langage et dans la communication. Il y a d'autres troubles aussi et difficultés, et là, c'est ce qui m'alarme beaucoup, c'est les bébés, les tout petits, dès les premiers mois, qu'on met pendant des heures face à la télé, sans aucune communication, sans stimulation. On peut avoir un tableau qui est similaire à un trouble du spectre autistique, mais dès qu'on corrige. Oui, voilà, c'est-à-dire en travaillant tout ça, mais bien sûr tôt, avec l'enfant et aussi avec les parents, on voit qu'il y a un changement, c'est-à-dire c'est le développement et l'évolution qui nous montrent, mais aussi certaines carences affectives. Une dépression très précoce peut donner des symptômes qu'on a l'impression que c'est un trouble du spectre autistique. Alors, en tant qu'orthophoniste, vous entrez aussi dans l'évaluation oui. De ce trouble. Comment ça fonctionne? Alors, ça se base sur une observation dans un premier temps. Ça dépend de l'âge de l'enfant. Ça dépend si c'est un enfant verbal ou non-verbal. Donc, si c'est un enfant non-verbal, généralement, on observe tout ce qui... Non-verbal, ça veut dire qu'il ne parle pas encore, vous voulez dire? Oui. C'est ça, OK. Donc, on observe les acquisitions de base qui sont tout ce qui est... par rapport à ce qui est sensoriel, le regard, ce qu'il y a... Le regard, c'est vraiment la première des choses, non? C'est ça? C'est très important, le regard? Bien sûr, parce que quand il y a une interaction, là, vous me regardez, je vous regarde. Si on joue un jeu de balle, par exemple, forcément, il y aura une attention conjointe sur la balle. Et ça, c'est important aussi, on fait attention à ça. Mais juste une parenthèse, est-ce qu'un enfant autiste peut être autiste en ayant le contact? Il faut savoir que c'est des enfants qui ont beaucoup de pensées visuelles. C'est-à-dire par rapport à nous, c'est-à-dire que c'est des enfants qui... c'est-à-dire que ça, on va apprendre à un enfant autiste qui est capable, qui est un petit peu dans les apprentissages, que ça, c'est un verre. Il va comprendre que c'est un verre, mais il va retenir que le verre, il a cette forme unique. D'accord. Et que si je lui amène un verre qui est carré, pour lui, ce ne sera pas un verre. D'accord. Donc, cette pensée visuelle les empêche de généraliser les apprentissages. Mais un enfant qui a le contact visuel, qui vous regarde quand il vous parle... Oui. Enfin, je pose la question d'une autre manière. Un enfant autiste, est-ce que forcément il n'a pas le contact direct avec la personne? Très peu. Et c'est très court. C'est-à-dire que ça peut être un contact visuel d'une seconde, d'une fraction de seconde, ou un contact visuel dans une certaine périphérie. C'est-à-dire que souvent on a des enfants autistes qui nous regardent comme ça. D'accord. Sur le coin de l'œil. Après, effectivement, par rapport à cette pensée visuelle, la pensée visuelle... Non, par rapport à cette pensée visuelle, il faut absolument mettre les enfants dans l'imitation. L'imitation passe par le regard. Donc ça, le regard de l'adulte ou le regard de comment j'assemble des objets pour pouvoir le refaire. Ça, c'est pour la prise en charge. Pour la prise en charge. On revient juste après la pause sur la prise en charge, mais on finit avec vous, Sana Mensouda, sur l'évaluation. Alors, je vais parler de ce qui est sensoriel. Alors, par rapport à ce qui est auditif, on observe sa réaction vis-à-vis des sons. L'appel à son prénom, généralement, c'est des enfants qui ne se retournent pas quand on les appelle. Après, on observe tout ce qui se rapporte à la motricité, s'il y a une instabilité motrice. Ce qui est important aussi pour nous en tant qu'orthophonistes, c'est la motricité bucco-faciale, parce que c'est ce qui amène aussi, c'est en jouant avec la bouche qu'on découvre les sons. Ensuite, j'ai mis ma langue là, bon, quand il le fait à plusieurs reprises, donc ça donne tel son. Donc la fois, il voudra reproduire, mais là, il va falloir que aussi l'imitation soit fonctionnelle quand on a une personne en face. En fait, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Dans le diagnostic, pour poser le diagnostic. Pour poser le diagnostic. Après, il y a la compréhension qui est importante. Est-ce qu'il comprend
tout ce qui se rapporte aux signes symboliques, par exemple, pour dire bye-bye, ben, on enlève la main et ça, c'est tous les enfants qui... Enfin, tous les enfants... qui se développent normalement, voilà, on va dire. normalement le font et le comprennent. Est-ce qu'il a accès aux jeux symboliques si se cacher, réapparaître, jouer avec des figurines, faire le chat, un ballon, voilà, le tour de rôle. Et par la suite vient le langage. Et là, c'est quand l'enfant est verbal. Donc, on voit s'il dénomme, s'il y a des soucis au niveau de l'articulation, s'il prononce déjà des syllabes, comment il les prononce. En tout cas, d'autres spécialistes entrent aussi pour poser le diagnostic, notamment les psychomotriciens aussi. On revient sur cette thématique de l'autisme, mieux comprendre les troubles du spectre autistique avec les spécialistes qui ont accepté d'être là avec nous. Et puis, n'oubliez pas aussi notre interview santé dermato. Aujourd'hui, nous allons parler de l'acné de l'adulte avec le docteur Benhamad Leila. Restez avec nous sur Média TV. Mieux comprendre l'autisme, une lourde tâche justement aujourd'hui sur le plateau d'On se dit tout, mais avec différents spécialistes, on arrive justement petit à petit à accompagner nos téléspectateurs vers cette démarche, mieux comprendre l'autisme, permettre peut-être un diagnostic plus précoce, ça aussi c'est très très important, et puis une prise en charge multidisciplinaire, c'est la clé pour amener ces enfants vers, on va dire, vers notre monde. Est-ce que c'est bien dit, vers notre monde? C'est un peu ça aussi. À mieux s'adapter. À mieux s'adapter, absolument. Donc, docteur Nawal Khamnichi, vous êtes pédopsychiatre. L'importance du diagnostic précoce grâce à des signes que les parents pourraient eux-mêmes remarquer? Oui, mais aussi le pédiatre, enfin tous les professionnels qui pourraient être en contact avec le bébé ou le petit enfant parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire il y a vraiment une neuroplasticité. Et il y a plein d'études qui ont montré cela, c'est-à-dire plus on démarre précocement, mieux l'enfant évolue. D'ailleurs, même sur le plan cognitif, il y a une meilleure évolution et puis une meilleure intégration sociale. Donc il y a des signes par rapport au développement normal de l'enfant, c'est-à-dire un bébé où il y a un sourire-réponse normalement vers 2 mois, ben, il y aura pas, ça sera un bébé qui ne sera pas très souriant, où il n'y a pas trop de mimique au niveau du visage, au niveau de la communication, au niveau des gazouillis et du babillage. Ça va être un bébé peut-être trop calme, où il va émettre des bruits, mais ce n'est pas le babillage qu'on connaît des bébés, c'est-à-dire là en préverbal. Et puis l'attitude anticipatrice ou le fait de lever les bras pour qu'il soit porté, ou aussi quand il y a des troubles du sommeil, quand c'est un bébé, j'ai dit, qui est trop calme, et on va voir, quand la maman vient le voir dans son berceau, elle va voir qu'il fixe le plafond pendant des heures, et puis aussi le fait qu'il soit de plus en plus attiré au fur et à mesure qu'il grandit vers les objets que vers les visages humains, c'est-à-dire il va, comme je l'ai dit, il va rester fixé quelque chose de... Et puis au niveau, sur le plan aussi développement psychomoteur, on peut avoir une petite hypotonie, déjà au niveau de la succion. Une hypotonie, c'est-à-dire? C'est-à-dire une petite faiblesse musculaire. Il y a une asymétrie chez les tout-petits qu'on voit, et puis un retard des acquisitions psychomotrices. Et puis on pourrait voir aussi lors de la marche où il va rester longtemps marcher sur la pointe des pieds. Et aussi certains mouvements qui peuvent être stéréotypés, répétés. Et chez le bébé, on va voir, c'est un bébé qui va rester longtemps à regarder ses mains. Pour la marche sur la pointe des pieds, ça fait partie du processus d'apprentissage de la marche. Beaucoup d'enfants, de tout petits, quand ils commencent à marcher, marchent sur la pointe des pieds. Oui, mais un enfant qui présente un trouble du spectre autistique, il va rester longtemps à marcher sur la pointe des pieds, ou bien par rapport à la sensorialité, parce que là, c'est un élément aussi important, c'est-à-dire les enfants qui ont un trouble du spectre autistique ont les mêmes sens que nous, c'est-à-dire les 5 sens et la sensorialité interne, tout ce qui est proprioception, mais il y a une sensation qui est différente, c'est-à-dire le moindre grincement ou le moindre bruit va l'angoisser, il va fermer ses oreilles, alors qu'il émet un bruit très fort. Ou bien le fait de toucher quelque chose de rugueux qui va l'angoisser, mais aussi au niveau de la posture, le fait d'être sur la pointe des pieds ou de tourner autour de lui-même ou avoir un balancement, c'est quelque chose qui va plus l'apaiser, alors qu'un autre enfant, peut-être, il va avoir le vertige. Donc ça, c'est plutôt lié à la sensorialité de l'enfant. Donc ça devrait motiver les parents à consulter, et puis aussi les médecins de famille, les médecins traitants, avant de les diriger vers le pédopsie. Oui, mais par contre, il y a un élément important, c'est pas quand on trouve un enfant qui a une hypotonie ou un des symptômes, on va s'alarmer, on va se dire, attention, mon enfant va devenir autiste. Non, c'est un ensemble de symptômes, et ce sont les professionnels qui voient et qui évaluent
Parce que bon, ce que je vois souvent, c'est qu'il y a des parents qui posent eux-mêmes le diagnostic, ils vont chercher sur Internet, ils vont lire, et puis ça peut mettre en difficulté l'enfant et accentuer l'angoisse aussi des parents. Voilà. Alors Jérôme Lallet, vous êtes éducateur spécialisé. Malheureusement, on ne pourra pas développer toutes vos démarches aujourd'hui. On aura, j'espère, l'occasion de le faire dans un autre rendez-vous. Mais vous agissez sur quoi? Sur cette plasticité cérébrale, justement? Moi, j'interviens plutôt sur tout ce qui est éducatif et apprentissage. Donc, c'est pouvoir relever à un instant T, faire une photographie de l'enfant à tel âge, quelle acquisition il a aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il est supposé avoir? Qu'est-ce qu'il est supposé avoir par rapport à un autre enfant du même âge. Et là, effectivement, c'est une course contre la montre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que plus on commence tôt, plus c'est rapide. C'est-à-dire que si l'enfant a 2 ans, il a forcément moins de retard dans les acquisitions qu'un enfant qui a 7 ans. Un enfant à 7 ans va avoir beaucoup de retard dans de nombreuses acquisitions. Donc là, effectivement, c'est encore plus une course contre la montre. Et c'est rattrapable, concrètement? Quand on commence à 3, 4 ans, oui, c'est rattrapable. C'est rattrapable. C'est-à-dire qu'on peut amener un enfant autiste à avoir les mêmes acquisitions qu'un enfant qui se développe normalement? Complètement. C'est possible. Moi, j'ai des enfants actuellement sur Casa qui sont rescolarisés depuis 1 an et après 2 ans de prise en charge. Très bien, mais on reste toujours autiste. On reste différent. Différent. Mais la différence, c'est juste magnifique. On est tous différents, on est tous différents les uns des autres. C'est ce qui fait notre richesse, la différence. Et c'est pour ça que tout à l'heure, en début d'émission, je parlais de peur. C'est pas une peur, c'est la différence. Et on ne doit pas avoir peur de la différence. On doit accepter la différence parce que c'est notre richesse. C'est la différence et c'est aussi la grosse responsabilité que ressentent les parents. C'est-à-dire, j'ai un enfant différent. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je me comporte? Comment je l'accompagne? Est-ce que ça veut dire que toute ma vie, bon, c'est mon enfant, d'accord, mais est-ce que toute ma vie, ça sera un fardeau? Même si on n'ose pas le dire. Et le regard de la société aussi, ses parents, c'est-à-dire que le regard des éléments extérieurs sur leur propre enfant, c'est douloureux pour un père et pour une mère. Donc on voit aussi souvent en ce moment des cas où on ne parle pas. Les parents ne disent pas, veulent pas dire mon enfant est différent, donc le cachent. Et hésitent aussi à aller vers des diagnostics parce qu'ils ont peur de... Ils ont peur du diagnostic. Ils ont peur de la... Absolument. Mais moi, il y a un élément qui me paraît aussi important, c'est que ce sont des enfants aussi qui ont de grandes qualités, grandes capacités. Oui. Plus que d'autres enfants. Et d'où, par exemple, quand on a parlé tout à l'heure par rapport à la vision, il va voir dans le détail, c'est une grande capacité aussi à réussir dans certains domaines. Donc il y a des compétences chez ces enfants sur lesquelles aussi on s'appuie dans la prise en charge. Justement, pour la prise en charge avec l'orthophoniste Sana Msouda, alors, est-ce qu'on arrive, on va dire les choses vraiment de façon directe, est-ce qu'on arrive parfois à faire parler un enfant qui est autiste et qui ne parle pas? Bien sûr. C'est possible. C'est possible. C'est ce qu'on vient de dire. Il parle et il intègre complètement tout ce qui est scolaire et tout ce qui est social, parce que c'est des enfants qui ont du mal à s'intégrer socialement. On arrive aussi à travailler sur ça et c'est des petites différences qui, limite, je dirais, peuvent ne plus se remarquer par la suite. C'est ça qui est important à savoir. C'est... tout ce qui faisait peur au début peut ne plus être remarqué si la prise en charge est précoce et multidisciplinaire. Je suppose que Dr Khmeichi va confirmer. Il y a des adultes qui sont bien intégrés socialement et qui n'ont jamais su qu'ils étaient autistes. Oui, vous confirmez, Dr Khmeichi, qui n'ont jamais su? Oui, il y en a où on voyait comme quelqu'un de différent, de particulier. Et alors qu'il y avait certains symptômes, mais bien sûr, comme je dis, il y a différents degrés de sévérité. Donc tout dépend de chaque personne, de son profil, du profil. Et c'est pour ça que c'est très important de faire une bonne évaluation pour l'enfant, c'est-à-dire voir son profil sensoriel, côté cognitif, côté langage, communication, et voir là où sont les difficultés, parce que chaque enfant aura son projet thérapeutique qui est différent de l'autre. C'est-à-dire c'est un projet plutôt qui est personnalisé par rapport aux difficultés de l'enfant et ses symptômes. Il y a de la médication dans l'autisme, dans la prise en charge de l'autisme? Non, pas vraiment. Non, il n'y a pas de dans médication. C'est plutôt des psychothérapies, c'est-à-dire plutôt des prises en charge. Il peut y avoir recours à la médication quand il y a des troubles au niveau du comportement ou quand on n'arrive pas, quand c'est vraiment difficile à gérer. Mais bon, c'est vraiment très, très rare. C'est plutôt les différentes prises en charge c'est-à-dire pour les troubles du spectre autistique, traitement médicamenteux, non. Il y a certaines études qui parlent aussi de la mélatonine, est-ce qu'il y a un déficit de mélatonine par rapport au sommeil, par rapport aux troubles du sommeil. Mais bon, là, c'est pas un médicament, c'est plutôt... Oui, ça n'a pas... Je vais juste rajouter
une petite chose, c'est important de dire, de redire ce que vient de dire Dr Khemlichi, c'est un projet qui est personnalisé. Oui. Et il n'y a pas de méthode à calquer. Chaque enfant est différent. Et ça, je pense que Jérôme va le confirmer. Généralement, ça arrive qu'on nous appelle pour nous dire est-ce que vous utilisez telle méthode parce que mon enfant est autiste. Oui, parce qu'il y a beaucoup de méthodes, justement. Justement, il y a les méthodes de pictogramme, il y a la méthode ABA, il y a... ça existe comme méthode. Ça existe, oui. Vous parlez du PECS et de la BA. Chaque enfant est différent, donc on ne peut pas calquer. On peut prendre quelques petites choses de chaque méthode et l'adapter à l'enfant. Après, ça, c'est au rôle de l'éducateur de développer. Alors, on parle de prise en charge, pardon, de vous interrompre, pluridisciplinaire, donc plusieurs acteurs. Il y a l'éducateur, le psychiatre, le psychomotricien, l'orthophoniste, mais il y a aussi la famille dans tout ça. L'implication de la famille, c'est-à-dire que vous travaillez, on va dire, dans les cabinets avec les enfants, mais est-ce que vous donnez une feuille de route aux parents? Jérôme, par exemple. Alors moi, justement, je ne travaille pas en cabinet, je travaille chez la famille, dans le domicile. Parce que justement, c'est la vie quotidienne. C'est par là que passe l'intégration dans la vie quotidienne, la vie du tous les jours. Donc c'est l'autonomie, apprendre à s'habiller, apprendre à se déshabiller, apprendre à se laver les mains, apprendre à être autonome. Donc ça, si on veut pouvoir arriver à des résultats rapides, ça doit être fait dans le quotidien avec la famille, dans le cadre d'une guidance parentale. Donc effectivement, et là c'est très important pour la prise en charge. Et donc vous donnez, on va dire, des consignes aux parents, voilà ce qu'il faut faire, un programme qui est individualisé, comme le disait Sana, qui est surtout individualisé à l'enfant et adapté à l'enfant et ce qui répond à ses besoins. Parce qu'un autre, l'enfant B n'aura pas forcément des mêmes besoins ou de la même méthodologie que l'enfant A. Alors pour vous, Sana, justement, une fois que vous travaillez avec l'enfant, vous donnez... on va dire, des exercices à faire avec les parents à la maison? Vous orientez les parents sur... Je ne parlerai pas de consignes, mais je parlerai plus d'orientation, de guidance parentale. Oui. D'accord. Forcément. OK. Et vous, Dr Khemlichi? Oui, moi déjà, ce qui me paraît important, c'est aussi être à l'écoute et soutenir les parents. C'est-à-dire d'écouter aussi leurs inquiétudes. Et bien sûr qu'il faut l'implication des parents, parce que c'est eux qui vivent avec leur enfant. Et qu'il faut aussi qu'ils soient outillés par certaines choses pour pouvoir aider leur enfant, mais aussi à comprendre leur enfant, comment il fonctionne. C'est-à-dire pour arriver à comprendre les moments où il va s'inquiéter, où il va commencer à pleurer, où c'est qu'il y a quelque chose qui le gêne. Et dans ce sens, on travaille avec les parents pour essayer de comprendre comment réagir dans telle situation, comment essayer de mieux comprendre son enfant. Et ne pas paniquer. Voilà. Ne pas paniquer. Merci beaucoup pour votre mobilisation aujourd'hui autour de ce sujet. Mieux comprendre l'autisme. Je représente Sana Bensouda, vous êtes orthophoniste. Jérôme Lallet, éducateur spécialisé. Nawal Khemlichi, pédopsychiatre. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation de Nonsdito. Moi, je reste avec vous et je retrouve le docteur Leïla Ben Ammar dans un instant. Restez avec nous. Et comme convenu, là on enchaîne sur un autre dossier, l'acné chez l'adulte. On en parle avec vous donc, Dr Leïla Ben Ammar, vous êtes dermatologue à Casablanca. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est un plaisir, merci beaucoup d'être là. Donc on va parler de cette acné de l'adulte. On sait que l'acné c'est souvent, on va dire, l'apanage de l'adolescence, mais parfois une acné peut apparaître beaucoup plus tard, donc à l'âge adulte. Et donc on parle véritablement d'acné de l'adulte. Comment vous le définissez, vous? Est-ce que c'est la même chose que l'acné de l'adolescent? Alors, pour définir, effectivement, l'acné de l'adulte, c'est une acné qui peut survenir soit directement à un âge adulte, c'est-à-dire une personne qui n'a jamais fait d'acné avant et qui, plus tard, c'est-à-dire au-delà de l'âge de faire de l'acné, qui est de l'âge de 23 à 24 ans maximum chez la femme, 22 ans chez l'homme, ils peuvent effectivement développer une acné. Ou bien c'est une acné de l'adolescent, guérison puis rechute à l'âge adulte, ou bien une acné qui va perdurer dans le temps. C'est-à-dire qu'au-delà de l'âge normal, on va continuer à faire de l'acné. D'accord. Quand vous dites apparition à l'âge adulte, est-ce qu'il y a un âge particulier, un âge sensible? Il n'y a pas d'âge particulier. C'est-à-dire que du moment qu'on a dépassé l'âge physiologique de faire de l'acné, comme je dis, ça commence vers l'âge de 12-13 ans, ça se termine vers l'âge maximum de 24 ans. Lorsqu'on reçoit un patient à un âge
au-delà de cet âge normal de faire de l'acné, qui continuent à faire de l'acné, que je vais définir d'ailleurs pour que les gens comprennent qu'est-ce que c'est que l'acné. Parce qu'ils viennent nous dire, j'ai des boutons, mais ils ne savent pas que c'est de l'acné. Et quand on sort le mot acné, ils sont un petit peu surpris. Or, on en voit de plus en plus. Je vais expliquer pourquoi on en voit de plus en plus. Mais l'acné, du moment qu'on a des comédons, c'est-à-dire des points noirs et des points blancs, on est en droit de poser le diagnostic d'acné. Avant même l'apparition du bouton? Exactement. Là, qu'est-ce qui se passe? À l'adolescence, sécrétion de testostérone par le corps humain, en grande quantité chez les hommes, en quantité moindre chez la femme. Celle-ci va agir sur la glande sébacée et donc elle va entraîner une stimulation de la fabrication de sébum, qui est une espèce de gras qui permet de protéger la surface de la peau. Mais ce sébum, chez les adolescents en général, n'est pas évacué. Il est retenu parce que les pores sont bouchés par des cellules épithéliales. Et donc ça va s'accumuler, ça va former des petits kystes, soit fermés, c'est les points blancs, c'est ce qu'on appelle la bombe de l'acné, soit ouverts, oxydation, et ça donne un point noir. Il y a une petite espèce de point noir au-dessus. À partir de ce moment-là, c'est de l'acné. D'accord. L'installation de ces comédons vont être attaqués par une bactérie qui vit au niveau de la peau, le Propionibacterium acnes, et c'est là où le bouton va apparaître. Donc on ne peut pas parler d'acné juste parce qu'il y a des boutons. Même au stade d'acné, ça a commencé bien avant. C'est à ce stade-là qu'il faut agir justement. Et ces boutons vont évoluer soit vers la régression, soit vers l'installation de cicatrices. Et des fois, ils vont former carrément des nodules, des lésions beaucoup plus sévères. Donc si on a des points noirs, des points blancs, c'est de l'acné, que ce soit à l'adolescence ou à l'âge adulte. Mais justement, quand on vient consulter pour une acné, notamment à l'âge adulte, c'est parce qu'il y a les boutons. Exactement. C'est ça qui amène à la consultation. Effectivement, pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a ignorance du fait que l'acné rétentionnel, c'est-à-dire les comédons, sont de l'acné. Donc les gens, ils laissent ça, ils font des petits nettoyages par-ci, par-là. Et parce qu'à l'âge adulte, on a beaucoup plus effectivement de boutons que d'acné rétentionnel. Donc il y a une petite différence, disons, entre l'acné de l'adolescent et de l'adulte. Et chez l'adulte, c'est généralement localisé au niveau des mandibules. C'est assez caractéristique. Très bien. Est-ce qu'on peut tous, en tant qu'adultes, un jour ou l'autre, faire une acné? C'est possible. C'est vrai qu'il y a des terrains qui favoriseraient plus, notamment chez la femme. Alors nous, je vais un petit peu scinder. Chez l'homme, on peut faire aussi de l'acné tardive, généralement localisée au niveau du dos, au niveau du torse. Chez la femme aussi, on peut faire de l'acné tardive, mais il y a un facteur qui existe chez la femme et qui n'existe pas chez l'homme, qui est le facteur hormonal. C'est-à-dire que chez certaines femmes, elles vont commencer à avoir des perturbations, par exemple, de leur cycle, des douleurs au moment des règles qui vont être un peu plus prolongées, une peau qui devient très grasse, des cheveux qui deviennent gras, des fois même des poils qui vont commencer à sortir. À ce moment-là, il faut suspecter une origine hormonale de cette acné pour cibler le traitement dans ce sens. Pas seulement traiter l'acné, mais traiter la cause de cette acné, c'est très important. Dans les deux sexes, il y a des raisons effectivement parallèles qui font qu'un homme ou une femme peuvent à un âge X développer de l'acné alors qu'ils n'en faisaient pas forcément. Et ce sont ces causes, si vous voulez, on peut en discuter, voilà, parce qu'on est un petit peu dans la foulée. C'est-à-dire que généralement, on ne sait pas pourquoi à un moment T, une personne peut commencer à faire de l'acné. Souvent, on ne peut pas savoir. Mais des fois, des notions d'interrogatoire permettent d'orienter. L'hygiène alimentaire. Et j'insisterai beaucoup là-dessus parce qu'il a été prouvé scientifiquement actuellement que le sucre, je parle de sucre raffiné, tous ces chocolats, Nutella, machin, tout ça, ça peut effectivement déclencher des poussées d'acné. Les produits laitiers, tout ce qui vient du lait, le lait et les dérivés du lait. Donc parallèlement, dans les deux sexes, il y a des causes effectivement communes. C'est-à-dire chez la femme, il y a la cause hormonale, mais chez l'homme et chez la femme, on peut retrouver des causes sur lesquelles je vais insister, des causes particulièrement alimentaires. Actuellement, il est prouvé scientifiquement que certains types d'aliments peuvent déclencher des poussées d'acné, tout ce qui est sucre. Tout ce qui dérive du sucre raffiné. On ne parle pas bien sûr des fruits, des légumes, non. Le sucre en tant que tel, quelle que soit sa forme, les boissons, il ne faut pas oublier les boissons gazeuses et tout ça, ça déclenche de l'acné et tout ce qui est produits laitiers parce qu'on met des hormones dans l'alimentation du bétail. C'est pas parce que c'est très gras. Non, ça n'a rien à voir. Ils ne savent pas encore quelle est la substance qui donne ça, qui déclenche l'acné, mais on sait que tout ce qui dérive du lait donne de l'acné. Donc ça, c'est les deux causes principales. Le gras aussi, certaines personnes disent oui, quand je consomme du beurre, quand je consomme... Le beurre est un dérivé du lait. Du lait. Les huiles, non. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Mais si un patient se présente et dit « Docteur, quand je mange telle chose, je fais de l'acné », il faut le croire, il faut éviter cet aliment. C'est de l'acné ou de l'allergie à ce moment-là? C'est de l'acné. C'est de l'acné. Du moment qu'on a des points noirs, des points blancs qui évoluent vers des boutons, c'est de l'acné. D'accord. La deuxième cause, la cigarette. Et je me permets d'insister sur la cigarette parce que il y a quelques années, les Marocains ne fumaient pas autant.
Actuellement, il y a une grande consommation de cigarettes et la cigarette, en agissant sur la sécrétion sébacée, enclenche et entretient le problème d'acné, que ce soit chez les adolescents ou chez les personnes adultes. D'accord. Il y a une troisième cause qui est le stress. La glande sébacée, elle est entourée de cellules nerveuses qui envoient un signal au cerveau au moment du stress et qui peut déclencher de véritables poussées d'acné très sévères juste avec le stress. Et puis un quatrième facteur, je préfère quand même le signaler, qui sont les fortes expositions solaires. Parce qu'au moment d'une forte exposition solaire, la peau va s'épaissir. Et donc le sébum qui a déjà du mal à s'évacuer, il aura encore plus de mal à sortir. Et donc il y aura des rechutes d'acné après l'arrêt des expositions solaires. Souvent, justement, c'est ce que vous constatez, vous les spécialistes, en septembre, de retour des vacances. Exactement, beaucoup de rechutes d'acné à ce moment-là. À ce moment-là. L'impact sur la vie sociale, on va dire, de ces adultes, quand ils viennent vous voir pour un problème d'acné, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça me gêne, je ne veux même plus rencontrer de monde, je ne veux même plus aller travailler. C'est un handicap véritablement chez l'adulte. Tout à fait d'accord. Autant on peut recevoir des adolescents de 12-13 ans qui ne se soucient pas de leur image corporelle et à ce moment-là, on a vraiment envie de les traiter. Autant chez l'adulte, l'impact est vraiment très important, notamment chez la femme. Ouais. Donc, elle est habituée des fois à ne pas avoir de boutons ou des fois, elle est fatiguée de son problème d'acné. Et des fois, ça coïncide après l'arrêt d'une pilule. Et ça, c'est très important. Il y a certaines femmes qui prennent certaines pilules contraceptives qui ont un impact positif sur l'acné. Et donc, lorsqu'elles arrêtent cette pilule, elles vont faire une rechute de leur acné. Quand elles en ont déjà fait, en fait. Quand elles ont soit elles ont déjà fait de l'acné avant, soit elles ne se rendaient pas compte qu'elles avaient démarré une acné de l'adulte qui a été camouflée, si vous voulez, par cette pilule qui bloque l'action de la testostérone. Okay. Donc, chez ces personnes, l'impact psychologique est très important et la tolérance est quasiment zéro. Et donc, on a du mal à gérer ces patients parce que, d'une part, particulièrement chez la femme, elle veut mettre du maquillage camouflant, ce qui n'arrange pas les choses. Ils n'ont pas cette patience d'attendre le résultat des traitements et donc ce stress déclenché par l'acné peut entretenir cette acné. Donc pour le maquillage justement, complètement déconseillé chez la femme acnéique? À éviter au maximum tout ce qui est maquillage trop camouflant, trop couvrant parce que ça va boucher les pores. Parce qu'on a dit à la base, s'il y a du sébum qui reste à l'intérieur de la peau, ça se transforme en bouton. Absolument. Donc il faut, moi ce que j'explique, ce que j'essaie du moins d'expliquer à mes patientes, je n'ai pas une intolérance totale, mais je leur dis évitez quand même. Je peux donner des écrans qui sont teintés, qui vont jouer un rôle de camouflant en attendant, mais je leur dis le but, c'est d'arriver à une situation où vous n'aurez plus besoin de mettre forcément du fond de teint. Pour avoir une jolie peau, exactement. Exactement, une jolie peau. On parle de la prise en charge, justement, cette prise en charge sur laquelle il faut être patient ou patiente? Alors, sur la prise en charge, il ne faut pas être trop gentil avec les patients, à les laisser faire ce qu'ils ont envie de faire. Oui. C'est-à-dire, il faut bien sûr expliquer, parce qu'un patient qui comprend est un patient qui adhère généralement. Donc, il y a le volet prise en charge de l'acné, il y a le volet prise en charge alimentaire, oui. Et il y a le volet prise en charge psychologique qui est aussi très important. Créer un rapport de confiance avec son patient et sa patiente pour qu'il puisse suivre un traitement qui est quand même long. Il faut le signaler, qu'on sait quand est-ce que ça commence, on ne sait pas toujours quand est-ce que ça va s'arrêter, notamment dans les acnés hormonales. C'est vraiment très difficile à gérer, c'est très long à gérer. Donc la prise en charge, elle repose bien sûr sur les soins qui sont adaptés au type de peau et sur l'application de crèmes qui vont éliminer, qui vont déboucher les pores en permanence, qu'on choisit en fonction du type de peau, de la tolérance, de l'épaisseur, de la période. Est-ce qu'on est en période estivale, est-ce qu'on est plutôt en hiver, parce que ça change beaucoup. Et là, je signale qu'il vaut mieux traiter en hiver parce que les traitements sont plus efficaces. Oui. On peut se permettre des traitements beaucoup plus puissants en hiver. Et puis, il y a le traitement général qui va être choisi en fonction de la cause de cette acné. Pour les acnés hormonales, l'idéal, c'est de passer par un traitement hormonal. Donc, en fait, il y a un vrai bilan qui est fait en amont. Alors, le bilan n'est pas systématique. Lorsqu'on a une simple acné qui est mandibulaire, mais qui n'est pas associée à des troubles de cycle, qui n'est pas associée à une chute de cheveux, qui n'est pas associée à un hirsutisme, on peut se passer de bilan. Mais lorsqu'on a un ensemble de facteurs qui nous poussent à croire à un problème hormonal, qui est dans 90% des cas la présence de microkystes au niveau des ovaires,
on peut pousser les investigations avec un petit bilan hormonal, avec une échographie des ovaires, pour rechercher ces petits kystes qui sont à la base, à l'origine de ce problème. Moi, j'essaie toujours de simplifier en disant, c'est comme pour une toux. Il y a la manière facile, c'est de donner un antitussif, et la manière difficile, c'est d'agir sur la cause de la toux. Traiter votre cause de toux, et la toux va disparaître. Tout à fait. Et c'est ce qu'on arrive à faire généralement assez facilement lorsque la patiente est compliante. C'est important. Et le patient aussi. Oui, alors les patients, on a beaucoup plus de mal à gérer les garçons, d'abord parce qu'ils ne sont pas forcément dérangés. Dans l'esthétique. Dans l'esthétique, des fois, oui. Mais quand ça dure dans le temps, ils finissent par être demandeurs. Et donc, je demande d'abord l'arrêt de la cigarette ou la diminution de la consommation de cigarettes, qui est souvent responsable chez les hommes de ces acnées traînantes. Après, l'acné du dos, c'est le cas le plus fréquent chez les hommes, est assez, elle dure dans le temps, elle est assez résistante au traitement. Et des fois, on est obligé de passer par des traitements généraux beaucoup plus forts que les simples antibiotiques. D'accord. Oui. Alors, pour finir, souvent, cette acné va laisser des taches ou des traces chez certaines personnes. Est-ce qu'il y a une prise en charge aussi des cicatrices? Ah, les patientes, elles viennent pour les cicatrices. Donc, elle aimerait bien qu'on commence par les cicatrices. On essaie d'abord de temporiser, d'expliquer qu'il faut d'abord traiter l'acné inflammatoire. Après, lorsqu'il s'agit de taches, la gestion est relativement simple. Pas d'exposition solaire, pas de hammam, parce que la chaleur du hammam stimule la pigmentation. Et mettre beaucoup d'écran et avec des anti-taches, ça passe, on arrive toujours à gérer. Le problème, ce sont les cicatrices qui sont déprimées et dont la sévérité est très variable d'une patiente à une autre. Elles sont dues soit à l'acné en elle-même, soit au fait de manipuler son acné. Donc, s'il vous plaît, ne touchez pas ces boutons qui peuvent disparaître sans faire parler d'eux. Mais à force de manipuler, on se retrouve avec des trous. Or, le traitement de ces cicatrices déprimées, ce sont les lasers, certains types de lasers qu'on peut utiliser, qui ne sont pas forcément efficaces à 100%, mais qui peuvent rendre grandement service à certains patients lorsqu'ils sont bien faits à bon escient. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications, Leïla Ben Ammar. Vous êtes dermatologue à Casablanca. Merci beaucoup pour vraiment ces conseils stricts et directs. Plus de cigarettes, bonne alimentation, ne pas triturer sa peau pour justement lutter contre l'acné chez l'adulte. Merci à vous pour votre fidélité. Un grand merci à toute l'équipe à Tanger, à Rabat, pour votre aide pour la préparation et la diffusion de cette émission. Au plaisir de vous retrouver très vite sur les ondes de la radio du Grand Maghreb et sur Média TV, bien sûr, dans On se dit tout. À bientôt.